Merci de nous regarder à Tchenguerero, Bunagana. Nous sommes dans le Nord Kivu, théâtre des violents affrontements depuis le vendredi de la semaine dernière. Madame, Messieurs, vous avez compris, nous sommes mardi 25 octobre. Bienvenue à vous, Kiosque, c'est le deuxième numéro. On va parler actualité justement ce matin avec la reprise des hostilités, je le disais à l'entente de cette émission depuis les mardis de la semaine dernière. Violents affrontements entre l'armée loyaliste et l'armée rwandaise labellisée M23. Kigali sort enfin et parle des violations des accords, que ce soit au niveau de Nairobi, tout comme au niveau de Luanda. Kigali, qui ouvertement accuse Kinshasa dans un communiqué de pouvoir violer les principes de cesser les faits. Déjà ce matin sur la question de l'Est, ces optimismes du président angolais Joao Lourenço, pour lui, il y a quand même une ouverture entre Kinshasa et Kigali. Ils parviendront à pouvoir trouver des solutions pour résoudre définitivement la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Parlons justement de cette question. Le ministre porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembo, est revenu dans son briefing hebdomadaire sur la question hier. Il a mis en garde certains professionnels des médias qui s'évertueraient à travailler en connivence avec l'ennemi. Parlons justement de ses confrères et journalistes qui s'exposeraient devant, selon le ministre porte-parole. Je m'en vais vous signaler ou vous rappeler, pour ceux qui ont déjà l'information, que deux de nos confrères ont été brièvement interpellés hier. Pascal Moulegua, il est correspondant de RFI, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Brève interpellation et puis aussitôt 2 heures d'audition. Il a été relâché hier. Steve Wemby, et lui aussi, a été interpellé, jusque-là, introuvable. Parlons de la presse. La menace du député Daniel Safou. Il est du parti de Moïse Katumbi. Jusque-là, ce parti n'a pas encore pris distance vis-à-vis des propos de son membre cadre, Daniel Safou. Vous avez suivi ces audios de ces députés anciens journalistes qui a menacé des morts. Il promet d'abattre, il s'est dit porteur de l'arme à feu. Il va abattre Achille Kadima. C'est des menaces à prendre au sérieux. La vie de notre confrère Achille Kadima est donc en danger. On en parle tout à l'heure. L'Assemblée nationale, elle est restée muette sur la question, même pas une mise en place d'une commission d'enquête, moins encore l'interpellation de ces députés, mais il n'y a que des condamnations, mais aussi des désapprobations parmi les parlementaires sur cette question. Kinshasa abrite depuis ce matin la réunion extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique, communauté économique des États d'Afrique centrale. Félix Tshisekedi en assure la présidence en exercice. Idriss Déby Itno, il est fils d'ailleurs, personnellement concerné. Il est président de la transition tchadienne. Vous vous rappelez, ces graves carnages intervenus le jeudi dernier. On parle de près de 50 morts à N'Djamena, tout comme dans les grandes villes, des manifestations anti-transition. Mais le gouvernement de N'Djamena parle d'une conspiration contre les institutions de la transition. Que vont réserver les chefs d'État qui vont se réunir aujourd'hui à cette transition? Déjà, la CIAC avait dépêché un émissaire au niveau de N'Djamena. Il est rentré par Brazzaville et ils seront tous aujourd'hui. Félix va pouvoir tenir ses travaux. À ses côtés, les présidents brazzavillois, Denis Sassou Nguesso, tout comme le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Des grandes résolutions pour l'accompagnement de la transition au niveau du Tchad. Serge Neka, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo et merci de l'honneur que tu nous fais de nous inviter. Très bon menu, mais surtout à ces niveaux de stade, à ces stades de débat, avant même que nous puissions prendre les graves inondations de Kinshasa après la première pluie d'hier. Vous avez un mot à ajouter? Je voudrais justement anticiper par rapport à ces sujets en disant que quel peuple sommes-nous si nous n'avons aucun respect pour nos morts? Au jour d'aujourd'hui, il y a une opération qui s'est faite au niveau du cimetière de Kinsuka où on est en train de démolir, mais où les morts sont en train de cohabiter avec les vivants. C'est-à-dire quelqu'un construit une maison dans laquelle se trouve une tombe. D'accord ou pas d'accord avec la démolition? Mais écoutez, ce n'est même pas question d'être d'accord. C'est le respect des cimetières constitue un indicateur du niveau de civilisation d'un peuple. C'est-à-dire qu'il suffit de voir nos cimetières pour comprendre ce que nous sommes. Mais nous sommes à Kinshasa, bon Dieu. Nous sommes dans la capitale, au XXIe siècle. Et il y a 2 ans,
Parce que le propriétaire là, terrien du cimetière brandit quelques de feuilles de chou données par certaines autorités au niveau de... Alors, on dit bravo à la ministre provinciale des infrastructures, des affaires foncières et urbanisme, même à Mansassa. Pour une fois, on dit bravo au gouvernement provincial, mais ça ne suffit pas. Il faudrait aller plus loin. Si on ne sécurise pas, les mêmes personnes vont revenir parce que dans la plupart, ce sont des militaires, ce sont des gens qui servent dans différents corps de nos forces armées. Donc, ils vont revenir avec... et voilà. Donc, et puis, pour terminer, la SNEL venait de signer un protocole d'accord avec Hitachi à Dubaï pour l'entretien des postes à Inga, à Kolwezi, et donc à Lualaba et à Kolwezi, de manière à ce que le grand poste Inga Shaba puisse être entretenu par la société Hitachi. Donc, bonne nouvelle entre-temps aussi. La remise et reprise s'est effectuée. Voilà. Hitachi, c'est une Japonais. expertise. Une entre Hitachi, donc comme Sony, Oui. et donc qui va maintenir les installations de la SNEL pendant 5 ans. Très bien. Hitachi, on a toujours utilisé des caméras Hitachi à l'époque. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la même maison. Hein. Donc là, je pense que c'est une avancée qui aiderait. Par exemple, il faut savoir que l'industrie minière du Katanga dépend en grande partie du Congo central à Inga. Donc le fleuve qui part du Lualaba ramène le courant au Lualaba. Donc c'est aussi le symbole de l'unité nationale. Très bien. Il y a aussi une partie de la rivière qui part de chez moi à Lubangui pour venir appuyer. Mais ça vient de partout. Hein. La force du fleuve Congo, c'est vraiment comme le Congo. Ah, oui. C'est tous les affluents, toutes les rivières, les ruisseaux, les Chuapa, tout le Mongala, tout ce que vous voulez. Et puis ça fait la puissance qu'on retrouve à Inga. La rivière Kassai aussi. Allez, en face de Nseka, nous avons Eric Izami, il est de Antenne A. Je rappelle qu'il n'est plus une figure à présenter dans cette émission. Kiosque, c'est l'homme des miracles. Il a opéré des grands miracles ce matin pour que vous puissiez me découvrir si c'est partout en tout cas. Ça fait partie de ce qu'on appelle chez nous les coulisses de l'émission. Eric, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bonjour à notre... Ça ne vous gêne pas si j'ai dit aux téléspectateurs que vous m'avez forcé la main pour que je présente l'émission et pourtant, ça ne me gêne pas pour autant. Tous nous devons mettre la main à la pâte pour bâtir ce pays, ces beaux pays qui nous a tous vu naître et grandir. Nous avons vraiment l'obligation de pouvoir, tant soit peu chacun en ce qui le concerne, et puis en son temps, quand on était encore beaucoup plus jeune, on avait lu un livre, Le Fleur du Mal, le livre écrit par Charles Baudelaire. Ah, vous lisez beaucoup. Hein. Oui, Charles Baudelaire, il dit dans ces livres-là, pour que la loi du progrès exista, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Vous avez fait le collège? Oui. Ah, comme moi aussi. Voilà, chez les prêtres. Voilà, donc c'est comme ça. Nous voulons que notre maison Congo soit bien propre en mettant la main à la pâte. Parce qu'hier, juste à propos, parce qu'on a parlé de la pluie, des dégâts, pour moi, c'est la nature qui nous rappelle à l'ordre. Messieurs, vous ne me gérez pas bien. Il faut voir le nombre de bouteilles en plastique. Un autre auteur... Aucune bouteille de bière. Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. On a besoin de casiers notamment. Et le casier, ils peuvent être fabriqués à base de plastique. Alors parlons justement, parce que ça sera les biscuits de cette émission. En fait, en réalité, il n'en est pas un, c'est un thème à développer. Une ville de Kinshasa a défiguré hier, je ne sais pas si vous avez vu la rivière Makelele, chez moi à Bandal, chez moi à Kitambo. Kalamou sorti de son lit. Kalamou, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu du côté de Kimwenza, la route nouvellement en train d'être réhabilitée, en tout cas partie. Vous avez aussi Kindele qui a quand même résisté. Devant mon avenue, sur l'avenue Inongo à Kitambo, catastrophe naturelle. Là où les travaux sont restés en chantier, c'est là où on a plus enregistré des dégâts. On a cité les Blancs ici, je viens pour citer maintenant un de nôtres, Vieux Luc Mikomo Kabongatre. Il disait, et il me rappelle souvent, hier ce n'est pas, nous, hier ce n'était pas nous, demain ça ne sera pas nous, même si aujourd'hui c'est nous. Moi je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut des gens qui nous fassent rêver. Nous avons 24 communes dans Kinshasa. Et de toutes ces 24 communes, la plus vaste, c'est la commune de Maluku, presque inhabitée. Si vous prenez toutes les 23 communes de Kinshasa, vous le versez dans Maluku, vous n'aurez utilisé que 9
du territoire de Maloko. Donc, il nous faut recréer Kinshasa avec la démographie galopante d'un côté et les infrastructures qui ne suivent pas. Nous devons réfléchir. Pourquoi je le dis? Par ce métier, nous avons eu le bonheur de visiter les autres pays, les autres villes. Ils en sont à créer Dakar 2 pour le Sénégal. Nous avions été en Égypte, nous avions vu comment est-ce qu'ils sont en train de faire Caire 2, Malabo, chez Obiangema. Au Nigeria aussi. Etc., etc. Pourquoi pas nous? Lorsque le président Mobutu s'en allait, 97, on était à 6 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, on dit 20 ans, la République démocratique du Congo double sa population. Ça veut dire, aujourd'hui, ça fait 25 ans, on parle de 13, 14 millions, voire 15 millions. Et ça te fait tous les Zimbabwe, ça te fait toute la Côte d'Ivoire pour traverser la Méditerranée, ça te fait toute la Belgique. Donc ce n'est pas rien. Cette démographie galopante doit être vraiment de commun accord avec les infrastructures. Or, chez nous, ben, tu vois, là, dans ces chapitres-là, nous sommes restés vraiment à la traîne. Alors, c'est un problème de vision ou c'est un problème d'incivisme? Le Je deux. vis par exemple, hier, j'ai eu au moins 30 minutes d'entretien avec le DG de l'OVD, Victor Toumba, parce que, pour ne pas les citer, sur par exemple la question des limités. Il m'a dit, mais écoutez Serge, nous avons été à Limité, nous avons été à Lingwala ici. Il y a des gens qui ont construit sur les canalisations d'eau. L'incivisme. La République ne se plaint pas, l'État ne se plaint pas, détruisez. C'est comme ça que je suis de ceux qui pensent aussi que le plus grand des chantiers, c'est l'État. Ailleurs, quand j'ai commis une faute et que l'État vient me punir, toi, mon voisin, tu es assagi. Tu ne voudras pas revenir sur la même bêtise que moi j'ai commise hier pour ne pas être frappé. Donc on a ces deux problèmes-là. D'un côté, l'incivisme, les gens, ben, ils ne veulent pas respecter, c'est de l'anarchie. Et de l'autre, manque de vision parce que nous avons tout. Et puis, dans la Bible, il nous a été rapporté ce qu'on a appelé l'histoire des talents. Dieu va nous sévir, nous autres. Il dira à vous, Kinshasa, je vous ai donné Kintsuka et Botaramabanga tous les jours. Mais vous avez manqué des routes. Donc, prenez besoin de nous rentrer dedans dans des querelles inutiles. Mettons-nous au travail, changeons, améliorons pour qu'on avance. Sinon, les enfants vont se dire, mais papa, vous n'avez rien fait. Si on évoque ces débats aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont trouver des, comme on dit, spatialement la tautologie, qui vont trouver des trouvailles, qui vont trouver des justifications en disant, non, les inondations c'est partout, même en Allemagne, là où il y a la grande économie européenne, même en France, il y a des inondations. Mais les problèmes, chez nous, c'est que les inondations, on peut les constater, mais chez nous, c'est qu'il y a un problème, il y a un désordre. L'urbanisation ne suit pas tout ce que nous connaissons comme des bidonvilles. Kinshasa, en réalité, c'est une bidonville. La plus grande parade a toujours été Balinga, Bissoté, Bara contre Bisso, Baza contre gouverneur, surtout Ouéouana. Aujourd'hui, la pluie nous rappelle à la réalité. Par-delà les slogans, par-delà les calicots, par-delà les discours laudateurs. La pluie nous rappelle que aujourd'hui, nous sommes loin de la réalité. Nous avons une gouvernance au rabais, une gouvernance qui ne correspond pas aux besoins actuels. Construire une nouvelle ville, mais avec quel peuple? Non, on a dit qu'il y avait une ville à Fatih City. Non, mais construire une nouvelle ville, avec quel peuple? On va disperser, reprendre le même, on va recommencer. Même, un exemple, il y a une entreprise ici qui achète qui est censée acheter le bouteille en plastique. Vous savez, quel taux il applique pour que les gens apportent le plastique? La réalité est que ces projets ne tiennent pas. On est dans l'affairisme, dans tout ce qu'on fait, on vise d'abord, non pas l'intérêt de la communauté, mais c'est plutôt commercial. C'est toujours à but lucratif. On veut faire de l'argent. Kinshasa a un plan. Moi, j'ai eu à discuter, j'ai eu à recevoir des enseignements du père de Saint-Moulin et aussi à discuter quelquefois avec lui. Mais il y a des spécialistes de la ville de Kinshasa. Il y a un plan d'urbanisation laissé par des Belges. Il y a tout un bureau. Il y a des zones. Aujourd'hui, on se plaint. Par exemple, Bangamoyo, Kisenso. Mais c'était des zones non édificantes. On ne devait pas construire. Et quand il pleut, tout se déverse sur Matete. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui ont réfléchi avant nous, savez-vous que dans cette ville, il y a des zones où... C'était réservé à la végétation. Où on ne peut même pas mettre la clôture. Je prends l'exemple de la Gombe. Il y a la loi où on ne devait pas mettre la clôture. Il y a des quartiers résidentiels qui devaient rester comme ça, avec des haies de fleurs. Ma campagne, au jour d'aujourd'hui, on a tout transgressé. C'est comme si
tout ce qui a été réfléchi avant, la deuxième république, on a mis des clôtures même dans un camp, camp docteur à Mimosa, les camps des docteurs. Quand vous y entrez aujourd'hui, c'était très beau avec des clôtures de fleurs. Aujourd'hui, on a tout bazardé et on a mis du béton. Allez. Donc, pour dire que la responsabilité d'abord est étatique au niveau national et au niveau provincial, surtout provincial. Alors, parlons de cette responsabilité étatique. J'ai changé encore hier, j'étais son nom. Le premier, je l'ai cité, le DG de l'OVD. J'ai dit pourquoi il m'a dit ça. La deuxième personne avec qui on a conversé au téléphone hier, j'étais son nom pour les protéger, pour la protéger. La personne, il me dit, Serge, vous m'appelez parce qu'il y a des gars chez vous à Kitamo, parce que moi je suis le responsable, j'ai les livres d'ailleurs, de l'entreprise qui construit la route sur ton avenue, soit je suis à Kindele, je suis vers Kimwenza. Mais vous savez-vous que le financement est bloqué par l'IGF? Tout paiement, l'IGF doit donner son cutis, et ça fait plus de 3 mois l'IGF ne donne pas les cutis. Voilà pourquoi les travaux sont à l'arrêt, et malheureusement on devrait construire pendant la saison sèche, et les travaux n'ont pas eu le temps de terminer parce que l'IGF n'avait pas donné les cutis, et on nous appelle aujourd'hui, ça il m'appelait hier, pour une réunion qu'à partir d'aujourd'hui ils vont décaisser. Voilà maintenant. Donc c'est aujourd'hui qu'ils vont décaisser, et vous allez voir que le mercredi les travaux vont se relancer. Ah ben, gouverneur, c'est prévoir. Qu'avons-nous prévu? Je suis en train de dire ici, ce qui s'est dit par rapport à Kinshasa et aussi à étendre à l'échelle nationale. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? Nous ne devons pas attendre qu'il y ait des dégâts pour venir agir. Mais je vous dis qu'ils vont débloquer l'argent aujourd'hui. Il y a une réunion hier. Mais il y a déjà des dégâts entre-temps. Attendez, vous avez la parole. C'est déjà des dégâts. Que faisons-nous? Nous ne devons pas toujours être là pour bloquer ce qui va être profitable à l'ensemble de la communauté. Sinon, on n'aime pas le pays. Sinon, on n'aime pas non plus ce que l'on... Je ne sais pas. Mais c'est du gâchis. Prenez par exemple la route de Kimwenza qui était en pleine réhabilitation. Maintenant, nous recommençons. Kimwenza qui mène juste à la grande bibliothèque. Au niveau de Canijus, voilà. Ça, c'est un joyau. On devrait le protéger. On dit que notre jeunesse devra apprendre. Elle apprendra comment cette jeunesse-là s'il n'y a pas de livre de l'autre côté. Mais moi, j'étais en 3e année graduat pour élaborer mon TFC. Je suis allé à cette bibliothèque Saint-Canijus de Kimwenza. Exactement, c'était un joyau. Mais que faisons-nous? Vous savez, nos enfants, ils ne sont pas comme nous. Nous sommes un peu... Nous sommes vers la fin, lorsque la dictature s'en allait pour l'instauration de la démocratie. Mais nos enfants, ils vont nous flageller. Akeloba, un auteur ivoirien, disait, il faudrait que nous qui sommes allés à l'école puissions réussir. Sinon, les aïeux diront, ça ne sert à rien de les envoyer. Alors, il aurait fallu, en définitive, pour prendre le deuxième thème, il aurait fallu qu'il y ait cette catastrophe pour qu'on libère enfin l'argent aujourd'hui. Mais non, ça c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'avec cette pluie, c'est une autre route qu'on doit construire. C'est-à-dire on doit recommencer avec des études parce que là, on s'est arrêté. Il faut beaucoup plus d'argent, je le dis, donc j'assume ce que je suis en train de le dire. Techniquement, c'est impossible de continuer cette route parce que même les contextes avec la à refaire. Que ce soit à Kimwenza, que ce soit à Nzolana, qu'on a annoncé Kindele, on doit relancer. C'est-à-dire que si on veut faire des bénéfices, il faut être, je crois, prompt à réaliser. Mais est-ce que le travail de l'IGF, parlons-en, c'est d'empêcher la République de marcher? Est-ce que décaisser de l'argent, c'est un signe de mégestion, de détournement? Quand on doit faire une route, la route se tient, c'est comme les maillons d'une chaîne. Il faut que ça avance. Non, mais pour qu'il y ait une certaine conformité. Les taux de décaissement et les taux d'exécution sur la terre. Oui, mais c'est une machine, Serge. Tout est prévu. Il y a des bureaux de contrôle, il y a des bureaux de contrôle au niveau... Mais il y a toute une structure de contrôle, toute une panoplie de... Il y a des bureaux de contrôle à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter justement. L'IGF n'est pas spécialiste en tout. L'IGF est financier, il n'est pas responsable des chaussées, ponts et chaussées, bâtiments publics, il n'est pas ingénieur. C'est-à-dire qu'il peut se tromper dans son appréciation, malgré sa bonne foi présumée. IGF s'est trompé si il a refusé de donner l'argent. S'il y avait par exemple des soucis, c'était question de faire des observations, obliger l'entreprise à faire quoi que ce soit, ou changer carrément de manière à ce que un projet prévu pour 6 mois ne fasse pas 2 ans. Merci beaucoup, Serge Nseka et ceux qui travaillent doivent être aussi sérieux pour nous donner de bons. Mais oui, mais justement, le contrôle est là. On ne peut pas demander quand on a sélectionné. Il y a
un processus pour choisir une entreprise. Ouais. Donc, c'est supposé que cette entreprise est sérieuse. Au-delà de cette présomption, il y a les instances qui sont habilitées à contrôler le travail. Mais ça doit se faire au quotidien. Mais justement, puisque nous en parlons, moi je me souviens, lorsqu'on attendait l'arrivée probable du pape, qui n'est pas finalement venu, toutes les avenues qui menaient vers le camp lieutenant-colonel Mbaki, nous sommes dans la commune de Barumbu, les travaux ont commencé. Mais lorsqu'on a dit que le pape ne viendra pas, tout s'est arrêté. Aujourd'hui, j'observe. Non, parlons de ça. Évoquons le problème. Il y a Flambeau, Kabassé les Chamala, qui traverse le quartier Bon Marché qui est dans Barumbu. Les travaux devant Phoenix, là, ça ne se fait plus. Les travaux se sont arrêtés. Et puis, etc., etc. Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Parce que les sages disent, là où passe la route, les développements suivent toujours. Allez, merci beaucoup. Trop de citations ce matin, Rick. Merci à vous, madame, monsieur. Mais oui, pour renforcer l'idée, quoi. Ah oui, on va parler actualité politique ce matin. D'abord, on aborde cette question sécurité. Vous gardez le micro avec la reprise des hostilités depuis vendredi. Jusque-là, en tout cas, il n'y a pas la bonne information. Il y a trop de controverses, que ce soit dans les médias officiels, la RTNC, on ne nous dit pas si réellement Bunagana, comme ville, elle a été reprise par les forces loyalistes. Moins encore, nous, les médias, nous cherchons avec des sources parfois difficiles. On appelle les amis, les frères qui sont dans la ligne des fronts militaires, mais qui ne savent pas nous donner la bonne information. Aujourd'hui, il est difficile de dire si exactement Bunagana a été repris ou pas. Difficile de l'affirmer. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu repris des hostilités. Oui, il y a eu repris des hostilités depuis le jeudi, et puis il y a des mouvements, hélas, de peuple, de population. Moi, je salue aussi la position du ministre de Médias et Communications, Patrick Mouyakatembe, porte-parole du gouvernement, qui, lui, a été sage. Il s'agit de la défense nationale. Quand on bat ma maman par un cri d'âme, je n'ai pas à demander qu'est-ce que maman a fait ou quoi. Je prends la part de ma maman. La maman ici, c'est la République démocratique du Congo. Alors lui, il dit, le moment venu, le porte-parole de l'armée nationale sera sur Kinshasa, et puis il va avoir la possibilité de nous parler à nous, journalistes, et puis après... Qui a lancé l'offensive? J'ai vu le communiqué du gouvernement rwandais. L'offensive, je crois que, moi je dirais, c'était, par rapport aux informations que moi j'ai, c'est le M23 qui ont commencé, et il y a eu contre-offensive des FARDC, parce que nous sommes alignés dans le 3 approche. Bon. C'est-à-dire le processus de Nairobi, le processus de Luanda, et dernièrement au niveau des États-Unis d'Amérique, lorsqu'il y a eu l'arrivée du président Macron, le français, qui a essayé de réunir le président Paul Kagame du Rwanda. La travers remplie, la travers remplie en tout cas. Mais justement, il s'agit de la défense nationale. Au moment venu, le gouvernement parlera en toute connaissance de cause. Parce que là, il y a tellement des informations. Mais ici, je voulais profiter pour dire que, avant d'être journaliste, je suis congolais. Et là, je voudrais fustiger ceux des collègues qui peuvent distiller X, Y choses pour, tant soit peu, annihiler l'action de notre armée. Non, nous devons nous ranger du côté de la patrie. D'abord la patrie. Voilà. Parce qu'en douce, vous l'avez évoqué, disons que non, il y avait un certain nombre de collègues qui avaient été interpellés. Je connais tous ceux qui peuvent travailler pour contrer les actions du gouvernement central, qui nous représentent nous tous. Nous sommes d'abord congolais, papa. Moi, je ne vois pas un journaliste français où, pendant que son pays serait en guerre, disons-le comme ça, et puis médire sur ce que fait son gouvernement. Non, mais ça sera pour détruire un peu le moral de nos troupes au niveau de... Alors, commentez ces communiqués du gouvernement rwandais. Je ne sais pas si ces communiqués, il est authentifié et authentifiable. Je crois peut-être c'est après la sortie médiatique du président Félix, quand il était... je crois, en Angleterre, quand il parlait de ses relations avec son homologue rwandais, Paul Kagame, elles sont au froid. Et je crois Kagame, via son gouvernement, estime que c'est Kinshasa qui a lancé les hostilités en violation de tous les 3 processus que vous avez évoqués tout à l'heure. Non, mais je m'inscris en faux lorsque Kigali dit des choses comme ça. En dehors du fait que nous soyons dans l'approche Luanda, chez le président Joao Lourenço, qui a été mandaté par l'Union africaine, que nous soyons dans l'approche de Nairobi qui avait été activée sous Uhuru Kenyatta, le Kenyan, qui a été remplacé aujourd'hui à l'issue des élections par Ruto, et puis ça a évolué, et puis vous avez évoqué la trêve qu'il y a eu depuis l'arrivée de Macron dans cette histoire. Je crois que, par-dessus tout, le gouvernement a le devoir régalien d'assurer le bien-être de sa population et même la sécurité.
Mais on ne peut pas nous prendre Bunagana et même les autres cités à gauche et à droite comme ça impunément et que le gouvernement sera toujours là en train de regarder parce qu'on s'est inscrit dans la logique de la paix. C'est vrai, on veut la paix, mais on dit aussi que qui veut la paix prépare la guerre. On ne va pas se laisser faire. Qui contrôle Bunagana aujourd'hui? Ah ben, malaisé, difficile, mais je sais que par stratégie militaire, avions-nous appris, il est des fois où vous pouvez peut-être laisser la main, mais avec l'intention de pouvoir frapper fort et gagner et avancer. Je sais que tôt ou tard, ça finira par revenir à la République démocratique du Congo parce que vous savez, nous aussi, journalistes, avons une responsabilité énorme dans ça. Je suis en train d'observer que nous devons participer, vous et nous, Serge, je ne sais pas, nous les autres, à décomplexer notre population de cette histoire. Et on commence petit à petit à vouloir installer dans nos mentalités ici au Congo comme quoi que le Rwanda serait invincible. Non. À deux fois, lorsque je suis passé par votre invitation, Serge, vous avez dit que vous aussi vous êtes trop nostalgique. Non, j'évoque des faits. Non, vous et moi, oui, vous et moi sommes Bangkok. Il y a Bombokolo Kumba, Iserenge, Justin Marie. Faisons mieux que nos aïeux ou nos grands-parents. Ou Jamabi, mais les Kobo Kungu, etc. Donc moi je suis de ceux qui pensent que dans les quelques heures qui suivront, si pas des jours, Bunagana reviendra comme naturellement à la République démocratique du Congo. Et pour ça... Comment expliquer alors, Serge Nseka, cette sortie de Kigali? Est-ce qu'elle, comme capitale, estime que l'attaque ou la reprise, c'est selon, elle est foudroyante et qu'il y a risque qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, ou bien c'est tout simplement Kigali veut aujourd'hui se faire porte-parole du mouvement M23. Ça c'est de 1. Et de 2, si vous voulez bien, je peux vous donner une feuille, comme ça vous allez noter. Et de 2, Serge Nseka, c'est un baptême de feu sous l'ère Chiwewe comme chef d'état-major général des forces armées. Hein. Premières hostilités sous Sirène. Je réponds à ces deux questions, mais auparavant je dis, Kinshasa oublie que cette bataille, cette guerre, elle est aussi médiatique. L'occasion pour moi de demander au gouvernement et au ministre Mouyaya en particulier de donner les moyens à l'ACP, l'Agence congolaise de presse, que l'AFP, les Reuters cessent d'être des sources d'information pour nous, journalistes congolais, parce que nous n'avons d'autres sources que l'Internet, alimentées par ceux-là qui font la propagande du Rwanda. Le Rwanda utilise des médias qui nous ressourcent, qui nous donnent l'information. Qui nous désorientent. Mais nous avons une information orientée. Mais Bakoumania est là, Jameda qui est à l'ACP là. Cette campagne-là, cette faiblesse du Congo, tant vantée par les organes étrangers, justement à la solde du Rwanda. Parce qu'il y a une campagne. On a attaqué l'Ukraine là. Est-ce que vous avez entendu des gens parler des démocraties, des diplomaties, des discussions? On a organisé combien de salons entre Poutine et Zelensky pour que la paix revienne? Il y a une logique, on frappe fort, on bloque le moyen de Poutine, et jusqu'à ce qu'il sera faible et va s'inviter à la table de négociation. Je disais hier dans un plateau qu'en 1945, quand l'Allemagne a été défenestrée avec Hitler, le Japon continuait des incursions sur le Pacifique. Il a fallu les attaques de Nagasaki et de Hiroshima pour que le Japon s'invite à la table de négociation et capitule. Hirohito a capitulé. L'orgueilleux Japon a capitulé. Il a fait profil bas. Aujourd'hui, pour revenir à ta question, la gesticulation du Rwanda parce que ses calculs n'ont pas fonctionné. Il a senti l'argument, le seul argument qu'il entend, c'est l'argument de force. Parce que si on attaque, excusez-moi, le M23, pourquoi le Rwanda réagirait? Parce que ça se passe au Congo. Qu'est-ce que le Rwanda a à voir sur le fait que le Congo attaque, réponde? Parce que c'est pas la RDC. Non, le Rwanda est partie prenante. Le Rwanda est partie prenante au processus de Nairobi. Le FARDC. Non, le Rwanda, ça je vous réponds. Le Rwanda est partie prenante au processus de Nairobi. Le FARDC n'ont pas dégainé le premier. Alors, parce que le Rwanda fait partie du processus de Nairobi, quand le M23 attaque, le Rwanda ne réagit pas. Et quand le FARDC rapplique, c'est à ce moment-là que le Rwanda réagit. Serge, c'est quelle logique que tu veux m'expliquer là? Explique-moi cette logique. Et nous devons, j'exhorte le gouvernement et les autorités militaires de continuer sur le seul terrain sur lequel nous allons nous attendre, sur ce terrain-là de force.
qu'on aille, qu'on entre sur Kigali, sur Rwanda, Rumbavu et tout le reste, on implémente ce qui se passe ici chez nous. Qu'on cherche les Diongo, les Fayou du Rwanda, qui fassent la même chose là-bas. Et en ce moment, on aura l'occasion de discuter. Il y a eu combien de meetings? J'entends tout le monde, à partir des États-Unis, Rwanda, tout le monde nous demande de discuter, même de discuter avec le M23. Je me dis, il y a une partie des États-Unis qui se trouve à l'intersection entre Canada et l'URSS et la Russie, l'Alaska. Oui. Si une fois la Russie s'évertuait à occuper Alaska, est-ce que les États-Unis vont attendre qu'ils puissent avoir de réunions avec l'Union européenne pour chercher les moyens à chasser les Russes de là? Maintenant, pourquoi des formules qui ne pourraient pas marcher chez eux, ils voudraient l'appliquer chez nous? Alors, répondez à ma deuxième et dernière question. Baptême de feu pour Chiwewe et la nouvelle équipe à l'état-major général? Non, au contraire, on est en train de vivre la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a fallu qu'on change des gens. Il a fallu qu'il y ait des sons nouveaux pour qu'on puisse commencer un peu à entendre ce que nous entendons là, que les lignes sont en train de bouger. C'était important, mais aussi, je rappelle, au même moment qu'il faut un peu de discipline, un peu je dirais, parce qu'il y a certaines images que nous avons vues, n'étaient pas de nature à honorer nos troupes, mais je me dis qu'à un certain moment, le choix du chef de l'État a été judicieux et que nous devons aller beaucoup plus loin. On doit communiquer, Excellence Mouyaya, s'il n'y a pas d'information, on laisse place à l'intox, à l'infox. On ne doit pas toujours critiquer les gens qui sont en train de faire leur travail des journalistes. Mais ils ont quelle source? Je l'ai dit, nous avons quelle source? Si j'apprends sur le réseau qui nous alimente que les FARDC ont été chassés, mais je le rapporte, je le fais de bonne foi, comme journaliste, même si l'information est erronée. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en ligne de compte. Qu'on donne le moyen à l'ACP aujourd'hui, que nous ayons des sources congolaises d'information, parce que ça se passe ici chez nous. Pas de sources congolaises pour manipuler non plus les non, nous devons vraiment faire le boulot. Voilà, des sources objectives. On dirait la même chose si nous rentrons dans la propagande, nous aussi, la RDC. Nous sommes des journalistes, je présume, nous ne sommes pas des propagandistes, nous sommes congolais, mais nous ne sommes pas là pour mentir aux gens, parce que de toute façon, un peu comme avec la pluie, la vérité finit toujours par sortir, quoi. Donc, on a menti, on a mis des calicots à Kinshasa. La vérité est sortie qu'il n'y a rien à faire. La trêve est rompue ou bien on va aller jusqu'à en finir définitivement? Mais je souhaite que ça continue comme ça, parce que de tous les meetings que nous avons eus, il en est sorti quoi? Rien du tout. Et je pense que, je me répète, on doit donner le moyen, nos forces armées doivent monter en puissance. Et vous savez, hein, le Zaïre de Mobutu était craint, respecté, sans tirer un coup de balle. Nous avons perdu cette superbe, nous avons perdu cette aura. Et nous devons nous faire respecter aujourd'hui. Nous avons les moyens. Si on doit passer par là, il faudra le faire. Nous avons 9 voisins et personne ne veut voir, personne ne veut voir le Congo avec la stature du Zaïre de Mobutu. Personne ne voudrait. Et puis, comme par malheur, nous avons l'impression que c'est à ceux-là, sur ceux-là que nous devons nous reposer pour trouver des solutions à nos problèmes. Non, la solution à ces problèmes sera congolaise. Même si le monde entier va crier que violation, violation, mais tant que nous allons avancer, on va faire comme les États-Unis en Irak, ils ont frappé, et les Nations Unies ont suivi par la suite. Très bien. On prend toujours les exemples sur le plus fort des schémas qui ont réussi, et on met de côté un peu cette diplomatie. La diplomatie suivra. Elle suivra. Je vais vous donner des exemples. La guerre aussi, c'est un autre pan de la diplomatie. Il y a eu tous les coups d'État qui ont eu lieu en Afrique ici. On a condamné par la suite, il y a eu des conciliabules, on a tout harmonisé et ça continue. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à attendre l'accord de Montiri qui est président de X pays, de tel, de Moro. Non, nous faisons ce que nous faisons pour le bien du Alors Congo. vous gardez le micro sur et le reste suivra. Allez, on va quitter Kinshasa pour aller en N'Djamena. N'Djamena, nous sommes au Tchad. N'Djamena, mais on ne va pas rester en N'Djamena. On va parler de l'actualité qui concerne N'Djamena. Mais cette actualité, elle est commentée ici. Elle est prise en charge par Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi sera face à ses homologues. Session, réunion, forum, atelier, assemblée générale. Que dis-je? Prenez ça comme vous voulez. Serge Nseka. Session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.
La question du Tchad s'invite dans le débat. On parle des carnages. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ces événements du jeudi dernier. Plus de 50 personnes tuées. Le gouvernement d'Njamena parle d'un mouvement insurrectionnel pendant que les opposants estiment qu'il s'agissait tout simplement d'une manifestation anti-transition. Alors, c'est hier que finalement, les ministres tchadiens de la Justice avaient autorisé aux familles des victimes de pouvoir récupérer les corps en vue de l'enterrement, mais malheureusement, l'information a été diffusée un peu tardivement et que N'Djamena est sous les coups de couvre-feu. C'est peut-être à partir d'aujourd'hui que les familles des victimes vont pouvoir récupérer leurs membres des familles. Quelle solution, quel accompagnement de l'EAC dès lors qu'on sait, Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'Union africaine, il a été au Tchad pour aller avaliser, je ne sais pas moi si vous parlez de cette monarchie, ces pouvoirs du père au fils de ses fils Déby. La situation au Tchad est préoccupante en ce moment. Il y a eu mort d'homme et qu'en ce moment, il y a autorisation des autorités, ministre de Justice, comme tu l'as dit, de remettre les corps aux familles. Mais c'est bien triste pour une question de gouvernance, de transition, de délai de transition, parce qu'on a rallongé la transition et la population, une certaine population a pensé que ce n'était pas normal. Mais en venir aux mains, en venir aux armes, et si nous voulons être démocratiques, autant que nous pensons d'un côté qu'on doit rallonger, autant qu'on doit accepter qu'un autre côté, les gens pensent différemment. La pensée unique et inique, on ne peut pas imposer une manière unique de faire de la politique. N'y avait-il pas d'autres moyens? Qu'est-ce qui se passe avec nos armes, nos forces armées en Afrique? Ils utilisaient toujours des armes létales en cas de contestation. Le gouvernement parle des tentatives de coup d'État. Mais justement parce qu'on est issu du coup d'État, masqué, parce que de la mort de Idriss Déby, on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui. Oui. Mais parce qu'on a accédé au pouvoir par le coup d'État, on ne supporte pas le contradiction, on ne supporte pas les discussions. Quel accompagnement pour l'EAC? Mais je me dis, le président Fachi est dans Tshisekedi est dans son rôle de président de l'organisation. Mais cette organisation est d'abord économique. Des discussions sur l'économie, il y en a eu combien? Aujourd'hui, on se met, je pense que c'est urgent, rappeler peut-être Déby Junior à l'ordre et essayer de calmer la situation, parce qu'on n'a pas d'autres alternatives, mais on doit arrêter de faire de nos organisations sous-régionales des clubs de chefs d'État, où on doit entériner des coups d'État sur coups d'État. Au Mali, un peu partout, on est en train de vivre. C'est-à-dire que ça ne fait même pas l'honneur, même si on veut prendre la parole dans le concert des nations, mais on nous rappelle ce que nous sommes. On entérine des volontés, des groupuscules qui prennent les pouvoirs, qui veulent imposer leur volonté. Là, les gens arrivent et ils disent que nous allons prolonger la transition. Personne ne parle, vous parlez, on dégaine, on tire sur les gens. Ça ne se passe pas comme ça. Comme le chef d'État de l'Afrique centrale seront là, je pense que ça sera l'occasion de nous démontrer que ce n'est pas un club d'amis, c'est vraiment les intérêts du peuple de l'Afrique centrale et qui est au centre qui sera au centre des discussions, qui puisse donner des orientations, aider les Tchad à passer à traverser cette période, parce que je pense de l'expérience du Congo, l'opposition ne baissera pas les bras. Et surtout que quand les sangs coulent comme ça, il y a des gens qui sont prêts à tout, quoi. Donc, un peuple désespéré, c'est un peuple qui est capable de tout. Et donc, aller à l'extrême, quoi. Donc, on en sait quelque chose ici. J'aimerais rappeler que ce dialogue tenu il y a quelques 3 semaines au niveau d'Njamena n'a pas fait, en tout cas, l'unanimité sur l'ensemble de la classe politique tchadienne. Et même si l'opposant emblématique a été débauché, je ne sais pas moi si le terme est approprié, il est maintenant comme Premier ministre. Déby fils ne fait pas simplement face à l'opposition non armée à l'interne, il y a aussi l'opposition armée, mais dans la clause de ces travaux sur la transition, il est dit qu'à l'issue, c'est ça l'esprit, comme on dit, l'esprit, il est dit qu'à l'issue de cette transition, tout le monde peut candidater, tout comme Déby fils, c'est comme si le boulevard était déjà ouvert pour un pouvoir qui va quitter du père au fils. Ah ben, que dire d'autre après l'intervention de Serge Nseka? J'adhère à tout ce qu'il a dit.
Mais bon, je suis en train plutôt d'observer autre chose. N'Djamena particulièrement, qui fait office de la capitale du Tchad, nous a toujours perçus comme étant un pôle où l'on peut tirer une solution à un problème qui perdure. Depuis Hissène Habré, on était des enfants, mais qui venaient. Mais souvent, lorsqu'on accède aux affaires, on passe à côté de la plaque. On ne résout pas le vrai problème. Le vrai problème sont d'ordre économique, justement. Et puis c'est comme ça qu'on va aller des coups d'État en coups d'État et puis on marque le pas. On ne résout pas le problème. Quel est le vrai moyen par lequel nos différents chefs peuvent prouver que réellement ils ne sont pas là comme pour créer un club d'amis, pour se soutenir? Est-ce que c'est normal, des gens menus, vous les tuez plus de 50 personnes lors d'une activité? Tshisekedi, qui a été aussi victime de ces pratiques sous Kabila fils, Kabila père, sous Mobutu, Tshisekedi, président de la CEAC aujourd'hui, peut accepter qu'on tue les Tchadiens, admettons que ce soit des Congolais ou des Tchadiens. Est-ce que c'est normal? Et nous allons accueillir sur notre territoire un président contesté qui tue sa population. Justement, ce n'est pas normal. Mais même à petite échelle, chez nous aussi on a vu ça, non? Les médecins ici, il n'y a pas longtemps, qui réclamaient l'amélioration de leurs conditions. Non, ça il faut... Pourquoi faire cette intrusion comme ça? Mon frère, le mal reste mal. Pourquoi voulez-vous parfumer un mal? Mais parce que ce qui adviendra, vous ne savez pas. Lors d'une manifestation donnée, vous ouvrez votre feu et puis les gens meurent. Plus de 50 personnes. Mais chez nous, on a vu pire. Est-ce que vous pensez que les travaux d'aujourd'hui vont pouvoir aboutir à des fermes condamnations des chefs d'État et en appeler à des enquêtes, que ce soit sur ceux qui ont tiré, les donneurs d'ordre et sur les manifestants, selon le gouvernement? La rencontre a lieu aujourd'hui. Nous allons vivre comment ça va se dérouler. On verra s'il y aura condamnation ferme. Et pas seulement condamnation ferme. Encore faut-il voir après ce qui sera mis en place pour pouvoir condamner les auteurs qui arrivent à ôter la vie aux paisibles citoyens. Voilà. Allez, sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est tout à l'heure à Kinshasa. Des délégations sont arrivées. Déby fils dirige de main de maître cette transition tchadienne. On va voir ce que sera l'accompagnement de la CEAC, mais ne vous attendez pas à grand-chose. Hein. C'est un peu comme la CEDEAO qui se bat comme un bon diable dans le bénitier. Contrairement à l'EAC, la CEDEAO a quand même de moins de pression sur les États membres. Hein. Parce que la CEDEAO aussi, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi les côtés politiques et les côtés économiques. Contrairement à la CEAC, ici, vous avez un Sassou qui a fait plus de 30 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il aura des leçons de démocratie à donner à ces jeunes hommes, Idriss Déby fils? Qu'est-ce qu'il aura des leçons de démocratie à donner à Tshisekedi lui-même, qui est là comme un véritable caïman dans la sous-région? Voilà, je pense que c'est une digression. Mais je pense que les organisations sous-régionales en Afrique se ressemblent. On change de nom, mais on prend l'Afrique de l'Ouest, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest avec le Mali. Qu'est-ce que la CEAC a fait à part la CEDEAO, pardon, les sanctions économiques, à part les condamnations protocolaires. Après, on a entériné. Après, on a double les putschistes, c'est parce qu'il y avait eu le colonel, maintenant ce sont des capitaines, après ça sera des sergents. Et c'est protocolairement on condamne. Non, Serge, je crois que le chef de l'État, nos chefs d'État doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité historique. Et là, nous sommes au tournant de l'histoire. Mais attendez, les choses ne vont pas... Quand vous dites qu'ils vont comprendre, je prends l'exemple de Félix Tshisekedi. Il était président de l'Union africaine. Quand, entre guillemets, Idriss Déby a été tué au front. Ça, c'est à vérifier si réellement il a été tué au front. On n'a jamais eu de la constitution tchadienne était claire. À l'absence du président, c'est le président de l'Assemblée nationale. J'adhère à ce que les Tchadiens ont dit, le président de l'Assemblée nationale avait abdiqué. Mais la loi n'a pas dit que si le président de l'Assemblée nationale abdique, c'est le chef d'état-major. Il y a un premier vice-président de l'Assemblée. Et le président Macron, tout comme Félix Tshisekedi, sont allés donner leur quitus. Mais justement, vous avez... Donc Félix est dans cette logique-là. C'est là où je voulais en venir. Comment il ne se démarque pas? Il se démarque pas. Le président français a fait les déplacements du N'Djamena. Vous pensez que c'était pour rire? C'était pour préserver les intérêts français au Tchad, et ces intérêts est représenté par un individu. Merci beaucoup Serge Nzeka. Justement pour terminer ces chapitres, on va condamner la menace de mort contre Achille Kadima. J'ai discuté avec un ami tchadien, on a fait le voyage ensemble, on était assis côte à côte, et cet ami me disait, mais la situation au Tchad c'est
c'est impossible d'avoir du courant 5 heures. Je vous donne un exemple. C'est impossible d'avoir de l'eau courante, même dans la capitale. Je dois expliciter un peu les fonds de nos pensées ici. Par exemple, le plan du Congo. On dit si le chef de l'État meurt, je ne dis pas que Félix doit mourir. Non, non. Ok? C'est un exemple. Je donne un exemple. Neti. Félix Akufilelo. La loi dit que c'est le président du Sénat qui les remplace. Ok? Ça s'est passé au Tchad. Maintenant, il s'est fait que les présidents du Sénat, là-bas c'est l'Assemblée, alors ça voudrait dire que comme Bahati a refusé, Tiwewe prend le pouvoir. Non. Ou bien, si c'est que le fils là, comment il s'appelle? Anthony. Le jeune homme là, Anthony, il prend le pouvoir. Et Tshisekedi père et Tshisekedi président de la République, membre de l'Union africaine, président de l'Union africaine, au lieu de se démarquer de ça, il a donné son quitus. Mais ça peut même faire rire, hein. À petite échelle. Oui. On voit ça même dans nos églises ici au Congo. Ah non, s'il vous plaît. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il n'y a pas de règlement dans l'étude. Alors, j'aimerais vous accorder la parole 20 secondes pour que vous puissiez quand même placer un mot par rapport à ce qui est arrivé à notre confrère Achille Kadima. J'ai vu Jessie Kabasseli à qui j'ai fait un clin d'œil, me rappeler ça dans mon téléphone tout à l'heure. Serge, si vous terminez l'émission, ça commenter les propos de Daniel Safou contre Achille Kadima. C'est un silence radio dans la corporation. Hein. Oui, justement. J'aurais voulu que l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, puisse écrire une lettre à adresser au président Mbosoko Diampouanga, qui se trouve être le président de l'Assemblée nationale, pour, tant soit peu, inviter Daniel Safou, le député national, au niveau de la commission de sages qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on l'interpelle quand même. Comment peut-on contenir le propos d'un élu national qui menace de mort? Non, non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, Kouloutou. Vous n'avez pas le droit de ôter la vie. Non, non, il a raté. Non, 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 il n'en a pas le droit. Je dis toute ma solidarité à notre aîné Achille Kadima, qui ne fait que son boulot. Hein, et je suis contre mais le problème ne concerne pas Achille. C'est un problème entre lui et le ministre des Affaires foncières. Qu'est-ce qu'Achille a à voir? Même s'il a un problème avec le ministre, mais la solution ne serait pas que de tuer l'autre. Non, non. Je condamne ça fermement et j'invite vraiment l'UNPC à pouvoir faire quelque chose. Plutôt que de rester à faune. Ça sera comme si on cautionnait, nous aussi, le fait de vouloir tuer impunément. Aujourd'hui, si malheur, par ailleurs, arrivé par exemple à Achille, nous on dira que non, c'est vous, Daniel Safou. Vous, les journalistes, vous avez manifesté hier contre Yves Kissombe dans l'affaire des génies, des Top Congo. Mais aujourd'hui, il y a des audios. Voilà. Ouais. Un Safou qui était dans la profession, nous connaissons comment il a été dans la profession, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est. Il est le premier aujourd'hui à menacer des morts, hein, confrère Achille Kadima. Nous sommes tenus par l'exigence de solidarité, toute notre sympathie appuie à l'aîné Kadima. Et puis nous disons qu'il ne s'agit pas seulement de l'UNPC. Les immunités parlementaires ne couvrent pas la flagrance. Les menaces de mort sont des flagrances. Est-ce que les procureurs n'ont pas vu ça? Il n'y a pas quelqu'un qui peut se saisir de cette affaire-là. On arrête facilement les journalistes. Quand il s'agit des journalistes qui imputent de choses, de propos non contrôlés, ça et là. Mais là, c'est une flagrance. Il ne s'agit même pas d'attendre de l'UNPC. Le chef de l'État a donné les tempos pour que la justice, notre magistrature, soit prompte à réagir, à saisir. Serge, quelle est la différence? Quelle est la différence entre ce que un certain Baleramir, comment il s'appelle, qui avait dit chef de l'État à Koli Ambouma? Hein? Comment il s'appelle? Hein? Mon ami, il est en prison. Il est en prison, il a perdu son enfant. Quelle est la différence entre ce que lui avait dit que ce qui a Sakani à Koli Ambouma et le parquet s'est auto-saisi? Et dans ce que Safou a dit, et je pose la question aux parlementaires et au président. Qu'est-ce qu'il faut pour faire mouvoir Barnabé Mini. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut atteindre quel seuil pour que le président de l'Assemblée nationale, excusez-moi, puisse diligenter une enquête sur le comportement d'un élu? Mais c'est comme ça que mais d'autre part, on a une issue. Il y a flagrance devant une flagrance. Il n'y a pas d'immunité. Vous violez une petite fille, on vous arrête. Il n'y a pas d'immunité qui vous couvre par rapport à ça. Là, répondez à ma question. C'est le ministère public dans l'affaire de Barnabé qui a initié, qui a été maître de l'action.
Il dit il y a flagrance. Alors, les chefs de l'État n'avaient pas porté plainte. Voilà. Mais donc, le chef de l'État est plus congolais, c'est vrai qu'il est le président de nous, qu'un Achille Kadima à qui on promet la mort, on dit que Nazan a arme à fait, son a coûté n'a La justice est mise à l'épreuve du réel. Quand il s'agit d'une action politique, là on les prend. Quand il s'agit des journalistes, on traîne les pieds. J'aurais bien voulu que même les partis de SAF puissent prendre aussi sa distance, les partis de Katumbi. En tout cas, Jacquinda, Jacquinda là, Francis Kalombo, je ne le vois pas soutenir. Mike Mukebai, ils doivent prendre leur distance. Nous attendons votre réaction par rapport à ça. Daniel Safou, c'est un frère, c'est un ami. Des propos pareils, mais aussi, disons, ça c'est un débat des journalistes. Qui sont ces personnes-là qui prennent des propos des gens pour le mettre sur les réseaux sociaux? Il y a une responsabilité aussi à souligner de ces côtés-là, Serge. Oui, c'est vrai, on a tout à condamner des propos de Safou, mais des gens qui s'évertuent à piéger les gens, à prendre des vidéos, des sons pour le revendre, en faire. Mais soyons responsables. Je suis d'accord. Mais cette démarche aussi ailleurs est criminalisée. Très bien. Cette démarche ailleurs est condamnable, oui. Et condamnée. Très bien. Merci beaucoup, Achille Kadima, tout notre soutien. Oui. En tout cas, nous attendons la position de Mbosso. Oui. Nous attendons la position de Mbosso. Oui. Il doit y avoir une action quand même pédagogique. Oui. Le député Ntsing vous a rappelé là. Et là, on est Nimboko ici, et puis on a noté. Ces pays vous a tout donné. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir un député indélicat, un député qui promet la mort. Qui promet la mort, c'est un repris de justice, ça c'est un fait. À un citoyen congolais, fût-il journaliste, patron d'un journal, et l'Assemblée nationale s'est tait. C'est vraiment un silence soit complice. Que ce soit de son parti qui est ensemble, j'en appelle au secrétaire général qui est Bolinguetenge. Vous voulez nous dire que dans votre parti, c'est des cadres qui promettent la mort aux journalistes. Prenez votre distance vis-à-vis de ces faits-là. Sinon, nous allons interpréter votre silence et le silence de Katumbi Moïse et de Salomon Idi Kalonda comme un silence coupable, pour ne pas dire complice. Un député, un aîné du peuple. L'assemblée de Thomas Kanza, l'assemblée de Marcel Liaou Eboa, l'assemblée de Tshisekedi Wamulumba. Non. De Kengo Adono, de XY, non. Mesdames, Messieurs, nous vous présentons les esquisses officielles. Nous vous avions appelé à voter pour ces gens-là. Mais c'est une déception totale. Excusez-nous pour ça. C'est ça aussi le courage de reconnaître et de présenter les esquisses. Mais nous vous demandons de ne plus rééditer ça. 9h30, prenez soin avec vous. Avec le même plaisir. Demain, au revoir.